Merci, docteur Christian, pour cette introduction sur ma piètre personne. Et sans plus tarder, nous allons rapidement passer au sujet du jour, qui est la réanimation cardio-respiratoire et CLS 2020. Quoi de neuf? Par quoi de neuf, nous voulons juste vous dire que qu'est-ce qui a changé depuis la version 2015 de l'American Heart Association. Alors, sans plus tarder, nous avons 2 heures du temps à partager avec vous. Et comme vous savez, vous avez tous reçu la matière en avance et c'était un document beaucoup plus détaillé, mais ici, nous essaierons vraiment d'être un peu plus bref. Et nous pensons que vous avez déjà bien lu la matière et nous allons faire des exercices pratiques vers la fin. Alors, laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. Le bookstore que vous voyez ici, c'est mon propre bookstore, ma propre librairie. Et puis l'association de médecins d'urgence Amour RDC, je suis le président en diaspora. Je suis aussi le membre sympathisant de CODOSA, avec les 3 organisations, nous travaillons ensemble pour vous organiser ces sessions. Donc, je n'ai pas été payé par l'American Heart Association et je déclare aucun conflit d'intérêt. Alors, pour commencer, laissez-moi d'abord vous parler de 10 points à retenir sur le nouveau changement. Le premier, pour être beaucoup plus systématique, le premier changement, c'est au niveau de la chaîne de survie. Comme vous savez, il y a maintenant un 6e maillon qui s'est ajouté, qu'on appelle le rétablissement. Donc, et on va expliquer en long et en large lorsque nous allons expliquer la chaîne de survie. Il y a aussi au niveau des BLS, ils ont essayé d'enlever la partie où il fallait tester le pouls pour les personnes non entraînées en dehors de l'hôpital parce que ces gens-là n'ont pas une formation. Alors, c'était très difficile pour ces personnes-là de tester les pouls des malades. Alors, cette partie a été enlevée, mais ils ont maintenu la vérification du pouls pour ceux qui sont entraînés. Et au niveau de SCLS, il y a beaucoup de changements. D'abord, l'adrénaline a été réaffirmée. Comme vous savez, au niveau de 2015, il y avait des études publiées qui nous disaient que non, l'adrénaline n'avait aucun effet sur le rétablissement de ces malades-là en arrêt cardiaque, mais du moins, les nouvelles recherches ont réaffirmé la place de l'adrénaline. Ils ont aussi mis beaucoup d'importance sur les compressions cardiaques. Il y a aussi la place de nouvelles technologies, comme les applications et les réseaux sociaux pour activer le mécanisme d'urgence. Il y a aussi beaucoup d'algorithmes qui se sont ajoutés, notamment l'algorithme sur les opioïdes, l'algorithme sur la COVID-19, l'algorithme sur la grossesse qui a été modifié et aussi ils ont réaffirmé aussi la place de soins post-arrêt cardiaque. Alors, pour passer à notre premier élément, c'est la chaîne de survie. Et comme vous savez, la chaîne de survie, comme je l'ai dit, ceci dépend selon qu'il s'agit du milieu extra-hospitalier ou du milieu intra-hospitalier. Le milieu extra-hospitalier, je vais vous expliquer rapidement l'importance de la chaîne de survie. Il y a 6 maillons maintenant, c'était 5 en 2015. Et vous voyez que la première étape, c'est l'activation du système d'intervention d'urgence. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en cours de route, vous voyez quelqu'un qui tombe, le premier réflexe, après avoir vérifié que non, le malade ne répond pas, il faut activer le mécanisme d'urgence, c'est-à-dire envoyer quelqu'un pour aller récupérer le défibrillateur externe et aussi appeler l'ambulance. Et puis, il faut commencer le massage cardiaque, donc de haute qualité. Nous allons vous expliquer la qualité. Il faut qu'il y ait une défibrillation. Il faut qu'il y ait une réanimation avancée, c'est-à-dire amener le malade à l'hôpital grâce à un moyen de transport autorisé. Et il faut qu'il y ait des soins post-cardiaques et le rétablissement. Alors, l'importance de cette chaîne de survie est que ça ne sert à rien d'avoir, par exemple, vous avez vos téléphones, vous appelez l'urgence, mais vous avez des gens qui ne connaissent pas faire des compressions. Donc, la survie du malade vraiment va en dépendre. Et quand bien même que vous auriez des gens qui savent comment faire des compressions, mais il n'y a pas de défibrillateur, donc ça sera très probable que votre malade survive. Et admettons que vous avez appelé à l'aide, vous avez le défibrillateur, mais il n'y a pas d'ambulance. Il y a toujours un problème dans cette chaîne. Donc, il y aura des coupures dans la chaîne de survie et ça va impacter négativement sur la survie de votre malade. Et quand bien même que vous aurez fait des compressions, vous avez défibrillé, vous avez amené le malade à l'hôpital, mais l'hôpital n'est pas très équipé. Il n'y a pas de soins intensifs. Il n'y a même pas de cath lab, il n'y a même pas de centre de thrombolyse. Donc, c'est très probable
c'est vraiment très probable que votre malade ne va pas récupérer. Et le dernier maillot qu'ils ont ajouté, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. Donc, c'est-à-dire que le soin post-discharge, donc après avoir envoyé le malade à la maison, il y a des soins qui doivent s'en suivre, des soins psychosociaux, tout ça, de occupational thérapie, tout ça dans le traitement, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je m'excuse, mais de occupational therapy. Et dans le milieu intra-hospitalier, ceci est différent. Là, on ne commence pas par activer parce que là, ce sont des gens très formés qui connaissent au moins c'est à quoi ils doivent s'attendre. Et non, ils doivent prévenir. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un malade qui vous arrive, vous devez déjà anticiper que ce malade peut tomber ou peut peut-être détériorer en arrêt cardiaque. Alors, vous anticipez et vous essayez de corriger et de prévenir ça. Mais au cas où le malade allait dans le mauvais sens, dans le sens de l'arrêt cardiaque, et vous appliquez le reste de la chaîne. Je crois que c'est ça. Il y aura beaucoup de questions sur ça. Alors, la deuxième partie, c'est la réanimation de base qu'on appelle le BLS. Alors, le BLS, qui est l'algorithme ici de l'American Heart Association, ça c'est l'algorithme 2020. Et moi, je vais utiliser une autre manière pour vous expliquer cet algorithme. La première façon de le faire, c'est vous êtes à l'arrêt de bus, vous êtes médecin. Nous considérons qu'ici, tout le monde est médecin, tout le monde est formé ou tout le monde est infirmier. Du moins, tout le monde a une formation en first aid. Vous êtes à l'arrêt de bus et vous voyez le malade, une victime tombée. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Je crois que la première étape à faire, c'est de vérifier que la scène est sûre pour que vous ne soyez pas vous-même une victime. Admettons que vous êtes à l'arrêt de bus, la victime tombe en plein boulevard ou en pleine autoroute. Vous n'allez pas seulement vous plonger dans l'autoroute. Il faut vous assurer que les voitures se sont arrêtées pour que vous ne soyez pas tamponné vous-même. Ça, c'est la première chose à faire. Ne mettez jamais votre propre vie en risque, sinon vous deviendrez aussi une victime et personne ne va vous sauver. La deuxième étape, c'est de vérifier la réponse. Peut-être que la personne qui est tombée avait peut-être une fracture de la jambe, mais n'a rien au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Et la personne est totalement consciente. Alors venez appeler monsieur, monsieur ou madame, allez-vous bien, allez-vous bien. Ça, c'est vérifier la réponse. Et dès que vous avez réalisé qu'il n'y a pas une réponse, la deuxième étape, c'est d'appeler à l'aide. À l'aide ici, c'est-à-dire que les gens peuvent utiliser leur téléphone pour appeler l'ambulance, mais aussi si vous êtes dans une ville où il y a des DEA, donc des défibrillateurs externes automatisés. Comme vous voyez ici dans les images, ici en Europe, il y a des DEA presque à chaque coin de la rue et personne n'en vole. Donc, vous prenez le DEA et vous amenez. Et les études prouvent que dans les pays avancés, du moment où le malade tombe, la victime tombe, et du moment où il reçoit le choc, ça se passe que 8 à 10 minutes. Et là, des ambulances arrivent généralement dans moins de 20 minutes. Et dans plusieurs pays, les malades arrivent à l'hôpital dans les 30 minutes qui suivent. Et le malade avait déjà reçu le choc. Donc, il faut demander de l'aide en appelant le défibrillateur externe et aussi en appelant l'ambulance. Après avoir demandé de l'aide, tout se passe vraiment rapidement. Vous avez au moins 10 secondes pour vérifier le pouls et observer que le malade respire et aussi s'il y a des bruits respiratoires. Cette partie, comme j'ai dit, en 2020, elle n'est plus nécessaire pour les personnes non formées, c'est-à-dire les témoins qu'on appelle les bystanders. Ils ne sont pas obligés de faire ça parce qu'ils n'ont pas cette formation. Mais si vous êtes médecin, vous pouvez le faire, faites-le. Sinon, passez directement aux compressions cardiaques. Et comme vous allez voir ici, il y a cette case en rouge, j'ai mis 4 chiffres très importants. Ces chiffres vont revenir même lors de notre partie pratique. Donc, il y a 30 sur 2, ça c'est le rythme de compression. Vous faites 30 compressions pour 2 respirations. Et dans le milieu extra-hospitalier, il faut savoir que non, les gens font de bouche à bouche. Avec la COVID, il faut être très prudent. Si vous ne pouvez pas faire, continuez seulement avec les massages cardiaques. 5-6, c'est la profondeur. Donc, vos compressions, vous devez aller au moins 5 à 6 cm. Dépresser le thorax au moins 5 à 6 cm et toujours laisser la chance pour que le thorax puisse revenir à sa position initiale. 100 à 120, ça c'est le taux de compression. Donc, vous allez à une vitesse de 100 à 120 compression par minute. Et 2 minutes veut dire que vous faites, donc 30 sur D, ça vous faites pendant 2 minutes. C'est presque 5 cycles de 30 sur 2. Et vous changez de personne la personne qui fait les compressions, ça va vous permettre de ne pas vous fatiguer et aussi augmenter les chances de survie de votre malade. Et au moment où votre DEA arrive, donc c'est AED, j'ai mis ça en anglais, mais c'est le DEA, défibrillateur externe automatisé. Il y en a plusieurs formes, je crois. Ça arrive. La première chose à faire, c'est d'arrêter avec les compressions, placer les pads et analyser le rythme. Avec le défibrillateur automatique, généralement, le défibrillateur va vous dire de lui-même quel rythme, si le rythme est choquable ou pas. Vous analysez seulement et vous suivez les instructions. Si le rythme est choquable,
Et si le rythme n'est pas choquant, par exemple la systolie ou le pulse electrical activity qu'on appelle l'activité électrique sans pouls, là, le défibrillateur va vous dire que le choc n'est pas recommandé. Alors, vous résumez directement avec les compressions thoraciques. Regardez en rouge, ce sont les mêmes instructions qui reviennent. Et après 2 minutes, vous allez encore réanalyser. Si le défibrillateur trouve que le rythme est choquable, par exemple en cas de tachycardie ventriculaire sans pouls ou en cas de fibrillation ventriculaire, il va vous demander de choquer. Le choc est recommandé, vous choquez immédiatement. Et vous allez continuer avec ce cycle jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Si vous avez l'ambulance dans votre ville et vous prenez le malade, ces gens vont prendre le malade, vont continuer avec la réanimation de manière beaucoup plus professionnelle jusqu'à ce que le malade arrive à l'hôpital. Ça, c'est la première partie, rapidement, le BLS. Maintenant, passons au niveau de SILS. Le SILS, c'est l'Advanced Cardio-Respiratory Life Support, qui veut dire une assistance vitale cardio-respiratoire avancée. Alors ici, ça se passe généralement dans un milieu hospitalier ou dans un milieu entraîné. L'algorithme 2020 qui est là, ça c'est l'algorithme qui a été modifié et je crois, je vous demande vraiment sincèrement de bien comprendre cet algorithme parce que vous pouvez sauver des vies avec ça. Alors la première étape, ici vous êtes à l'hôpital, votre malade ne répond pas. Si votre malade ne répond pas, qu'allez-vous faire? Vous êtes à l'hôpital, vous êtes entraîné. La première chose, c'est de vous rapprocher et d'observer effectivement si le malade ne répond pas. Peut-être le malade est en train de dormir. Mais si vous comprenez que le malade ne répond pas, regardez aussi votre moniteur. Qu'est-ce que le moniteur vous dit? Ici, ne soyez pas très, très attaché au moniteur parce qu'il peut s'agir des données ou des chiffres pour le malade qui était là avant ce malade ici, le malade précédent, ou peut-être le moniteur est totalement déconnecté et ça vous donne des chiffres nuls, zéro partout, pourtant le malade ne fait que dormir. Alors, essayez un peu de synchroniser les éléments que vous avez sur le moniteur et aussi l'état de votre malade. Et si vous confirmez vraiment que votre malade n'a pas de pouls ou ne répond pas, alors activez le mécanisme d'urgence. Dans les hôpitaux, il y a des codes bleus, des codes bleus, des boutons comme ça, il faut appuyer peut-être le rouge une fois et le bleu 2 fois et ça active le mécanisme, la réponse d'urgence. Les gens vont venir exactement là où tu es. Mais en attendant, si tu es seul, si ton malade n'est pas sur moniteur ou le malade n'est pas en oxygène, si tu as la possibilité de le faire, il est préférable que tu mettes l'oxygène, tu places l'oxygène directement, tu places le malade sur le moniteur et tu commences les compressions cardiaques. Alors, par compression cardiaque, comme vous voyez ici, c'est 30 sur 2, 5 sur 6, 122 minutes jusqu'à ce que l'aide ne vienne. Alors, dès que l'aide arrive, là vous avez l'aide est arrivée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas abandonner, je crois. Dès que l'aide arrive, vous connectez maintenant le défibrillateur, vous analysez les rythmes. Ici, le défibrillateur, c'est le défibrillateur manuel ou semi-automatique qu'on utilise dans les hôpitaux. Ça, c'est l'autre machine que vous avez pu voir dans la lecture que nous avons envoyée. Alors, vous analysez les rythmes, ça se passe généralement en moins de 10 secondes. Et ici, il y a 2 algorithmes. Il faut toujours retenir. Il y a l'algorithme choquable et l'algorithme non choquable. Commençons par l'algorithme non choquable. Là, il y a 2 rythmes. Il y a la systolie, rythme plat, où il y a une activité électrique. Le ECG montre comme s'il y a une activité électrique, mais le malade n'a pas de pouls, qu'on appelle activité électrique sans pouls. Dans ces cas, ce sont des rythmes non choquables, c'est-à-dire vous n'allez pas choquer, vous continuez avec l'adrénaline et les compressions thoraciques jusqu'à ce que le malade revienne à la vie ou que le malade ne revienne pas à la vie, donc vous déclarez que le malade est mort. Et ici, dans chaque pays, il y a des réglementations, je crois que ça se passe vraiment par cas et hôpital par hôpital. Je ne sais pas vous dire exactement après combien d'adrénaline ou après combien de temps faut-il arrêter, parce qu'il faut vraiment utiliser chaque cas et chaque circonstance. La semaine prochaine, nous allons parler de SILS dans les conditions spéciales. Vous verrez qu'il y a des conditions où il faut continuer très longtemps avec le SILS. Il y a des conditions peut-être il faut arrêter un malade qui est très âgé, qui a beaucoup de comorbidités et qui a peut-être déjà eu un arrêt cardiaque d'1 heure ou plus déjà à la cité et qui est toujours en asystolie pendant 1 heure ou plus ou pendant plusieurs minutes. Là, vraiment, ça dépend de votre expertise, votre expérience et vos protocoles le protocole de votre hôpital pour décider. Je ne saurais pas vous dire exactement quand est-ce qu'il faut arrêter. Alors, s'il y a la systolie ou l'activité électrique sans pouls, la première chose à faire, c'est de répondre le compression thoracique immédiatement. Vous reprenez les compressions thoraciques et vous considérez de donner l'adrénaline. L'adrénaline se donne en intraveineuse ou en intraosseuse. Et ça se donne chaque 3 à 5 minutes. Donc, vous allez comprendre qu'ici, en 2020, ils ont insisté que l'intraveineuse reste la ligne, donc la voie préférée, mais si vous n'obtenez pas, tentez la voie intra-osseuse. Et chaque 2 minutes, au moment où vous donnez l'adrénaline,
les leaders de votre réanimation peuvent déjà commencer à considérer les causes réversibles. Et de manière beaucoup plus simplifiée, ils ont mis ça en 4T et en 4H. La liste est là, vous allez voir. Et cette question va revenir aussi lors de notre session pratique. Et dès que vous avez analysé, dès que vous avez atteint 2 minutes, il faut analyser, réanalyser le rythme, c'est-à-dire tester le pouls et voir aussi le moniteur. Si vous le faites en moins de 10 secondes, évidemment. Et si vous avez ce rythme ici, ça c'est le rythme choquable, comme j'avais dit, il y a 2 rythmes choquables aussi. Ça c'est la fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire simple. Alors, si vous avez ces rythmes ici, il faut choquer. Vous choquez immédiatement. Donc, à chaque fois que vous analysez les rythmes et vous avez un rythme choquable, vous choquez d'abord et puis vous reprenez avec les compressions. Peut-être vous donnerez les médicaments. Alors ici, il faut choquer directement. Et dans le choc, c'est 360 joules monophasique. Excusez-moi, j'ai mis 320, mais ça devait être 360. Et biphasique, c'est 200 joules. Mais en 2020, ils ont insisté sur le fait de suivre les instructions du fabricant. Donc, si le fabricant vous dit de commencer à 230, 240, vous suivez les instructions du fabricant. Mais ici, du moins, vous allez défibriller. Et ça, c'est ce qu'on appelle la défibrillation, c'est-à-dire ce sont des chocs asynchronisés. Okay? On va expliquer après, lors des questions-réponses, la différence entre des chocs asynchronisés et des chocs synchronisés. Alors, après avoir choqué, il faut reprendre la RCP immédiatement. On n'hésite pas, on reprend immédiatement. Et vous regardez en rouge, ce sont les mêmes instructions. Après avoir repris la RCP, vous continuez pendant 2 minutes et vous réanalysez votre rythme. Alors, après avoir réanalysé les rythmes, sont en moins de 10 secondes, vous voyez dans le moniteur et vous aussi vous testez le pouls. Si le malade n'a toujours pas de pouls et le rythme devient celui-ci, c'est-à-dire ça c'est une fibrillation ventriculaire, un rythme choquable, vous choquez. Ça devait peut-être votre deuxième choc. Vous choquez, monophasique c'est 360, biphasique c'est 200 et suivez les instructions du fabricant depuis 2020, donc suivez les instructions du fabricant de votre défibrillateur. Après avoir choqué, vous reprenez avec les CPR immédiatement. Et la même chose, puisque c'est votre deuxième choc, ici dans les rythmes choquables, l'adrénaline se donne après le deuxième choc, 1 mg intraveineuse ou intraosseuse chaque 3 à 5 minutes. Donc vous allez comprendre que non, puisque vous avez donné deuxième choc, ça va se donner à des chocs alternés, c'est-à-dire deuxième choc, quatrième choc, sixième choc. L'adrénaline ne s'arrête pas jusqu'à ce que vous décidez d'arrêter votre réanimation. Et vous continuez de la même manière, chaque 2 minutes, vous réanalysez. S'il vous arrive de donner le troisième choc, il faut alors considérer de donner soit l'amiodarone ou la lidocaïne. L'amiodarone se donne après le troisième choc à 300 mg intraveineuse ou intraosseuse, ou après le cinquième choc à 150 mg intraveineuse ou intraosseuse. S'il faut donner la lidocaïne, je vous dis que la lidocaïne a été éliminée en 2015, mais ils ont remis la lidocaïne et ça se donne, soit vous avez l'amiodarone, soit vous avez la lidocaïne. Donc, il n'y a pas de différence. Vous pouvez choisir l'un des deux médicaments. Alors, c'est la même chose. Troisième choc, ça se donne à 1,5 mg par kilo intraveineuse interosseuse. Et au niveau des cinquième choc, ça se donne la moitié de la dose. Et puis, c'est fini. Donc, pour l'amiodarone et la lidocaïne, ça ne se donne que 2 fois. Troisième et cinquième. Troisième, c'est dose maximum. Cinquième, c'est la moitié de la dose. Et quand vous faites ça, vous analysez le rythme après 2 minutes et admettons qu'après plusieurs cycles, vous réanalysez le rythme et vous avez ceci. Ceci fait dire que votre malade a un pouls. Donc, vous avez obtenu ce que nous appelons la RAX. Donc, c'est le retour à l'activité cardiaque spontanée. En anglais, on appelle ça ROX, je crois, Return of Spontaneous Cardiac Activity, quelque chose comme ça. Alors, vous avez le retour à l'activité cardiaque spontanée. Ici, il y a aussi l'algorithme 2020 qui a été simplifié. Et moi, je vais vous donner de manière encore beaucoup plus simplifiée et très académique, très pratique pour comprendre ce que vous devez faire dès que vous avez le RAX. Je crois que oui, c'est le RAX. Oui. Alors, en termes de ABCD, en A, le maintien de voie respiratoire, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut intuber. Intuber votre malade. Aussitôt, vous avez le RAX intubé. Ça, c'est pour maintenir les voies aériennes. En cas de B, donc de breathing, il faut, dans le maintien des paramètres respiratoires, il y a 3 éléments à faire. D'abord, la saturation, il faut maintenir entre 92 et 98. Vous verrez que j'ai écrit new, c'est-à-dire que ce sont des nouvelles recommandations. Avant, c'était 94 à 100, mais ils ont modifié 92 à 98. Il faut maintenir votre pression partielle de CO2 avec votre capnographie entre 35 à 45 mm de mercure ou 4,5 à 5,4
kilopascal. Et puis, il faut faire assez que votre malade soit ventilé autour de 10 ventilations par minute, ce qui fait, je crois, une ventilation toutes les 6 secondes. Ça aussi, ce sont de nouvelles recommandations parce que avant, c'était si le malade n'est pas intubé, vous faites une ventilation 5 à 6 secondes. Et si le malade est intubé, vous le faites chaque 6 secondes. Alors, pour éviter toutes ces complications, en 2020, ils ont rendu ça seulement chaque 6 secondes. Donc, ça vous fait 10 ventilations par minute. Et au niveau de C, c'est le maintien des paramètres mm par mercure, ça c'est votre target, et la pression artérielle moyenne, la MAP, doit être supérieure à 65 mm de mercure. N'oubliez pas de demander votre ECG à 12 dérivations, donc le ECG complet. Et au niveau de D, ici c'est le maintien des paramètres neurologiques. Ici, c'est la température, on appelle le TTM, Targeted Temperature Management, donc le management de la température ou l'hypothermie. Il faut maintenir le malade sous hypothermie entre 32 et 36 degrés Celsius pendant 24 heures. Et dans des pays avancés, ici, nous avons des équipements qui maintiennent le malade sous cette température. Généralement, il y a des glaces qu'on met sous les aisselles, à côté, et des infusions, tout ça. Et n'oubliez pas aussi de transférer les malades pour des soins appropriés, donc des soins intensifs ou peut-être un cath lab pour les infarctus du myocarde ou les thrombolyses, tout ça. N'envoyez pas les malades dans le ward normal, non. Il faut envoyer dans des soins intensifs ou les soins appropriés. Et je crois avoir tout dit. Et la semaine prochaine, nous allons parler de ECLS dans des conditions spéciales si Dieu nous prête vie. Je crois, vous voyez ici, il y a une nouvelle approche, comment aborder le ECLS pour un malade COVID, ECLS pour un malade en trauma, ECLS en cas d'arythmie, ECLS en cas de COVID, de grossesse, d'hypothermie, cas de suffocation, de troubles électrolytiques, d'embolie pulmonaire ou même des cas de l'overdose aux opioïdes. Je crois qu'il y a les amis qui nous ont demandé d'ajouter même en cas d'électrocution ou en cas de noyade. Nous allons essayer de faire ça pour vous. Alors, je crois avoir dit, et je vous remercie, ça ce sont mes références. Toutes les informations ont été tirées essentiellement de l'American Heart Association Journal, et aussi de Medscape, et aussi du Conseil français des réanimations pour avoir la traduction française, et le CPR.com. Certaines informations viennent aussi de mon propre blog, Moussa Issa Bookstore. Et je vous remercie. Je vous demande alors de télécharger l'application kahoot.it et nous allons passer aux exercices pratiques. Merci pour votre suivi. Aksanti Sana.